Bienvenue à vous, élèves des classes de 3e 1 et de 3e 2 dans cette classe virtuelle. Tiens, j'ai presque envie de vous dire bonjour, asseyez-vous, ça rappellera le bon vieux temps. Donc nous allons étudier à nouveau les espaces productifs en France. Si vous êtes à jour, vous constaterez que après avoir étudié toujours de manière virtuelle les espaces agricoles en France, ça c'était le grand C, la mise en perspective. Nous avons ensuite étudié dans un grand D une étude de cas géographique liée aux espaces productifs industriels, c'est-à-dire l'usine Airbus, Aéroconstellation, Jean-Luc Lagardère, celle qui construit la 380 sur la commune de Blagnac à Toulouse. Et donc, fort logiquement, nous allons maintenant consacrer la séance qui s'ouvre aux espaces industriels en France, mais cette fois-ci à l'échelle du pays, à l'échelle nationale, à l'échelle de la carte métropolitaine, donc dans une nouvelle mise en perspective qui nous permettra de déboucher sur une leçon numéro 5. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Comme pour les espaces agricoles en France, la nouvelle séance des espaces industriels en France présente à peu près la même problématique, hein. C'est-à-dire où sont-ils situés, hein. Je vous le rappelle une nouvelle fois, on est en géographie, donc il faut pouvoir situer dans l'espace national. Et puis aussi, ces espaces industriels, eh ben, ils ne sont pas tous identiques, ils présentent parfois à peu près les mêmes paysages. Contrairement à l'agriculture, hein, là il n'y a pas d'histoire de champs ouverts ou de bocage ou d'élevage ou de culture. Mais même si en apparence une usine ressemble à une autre usine, les espaces industriels sont fort différents parce qu'il y a les espaces industriels qui sont en crise, ceux qui ont du mal à survivre à la concurrence de la mondialisation, à la concurrence chinoise par exemple, et puis vous avez au contraire des espaces souvent nouveaux qui eux sont en plein boom, en plein développement économique, et donc c'est ainsi qu'on va pouvoir créer notre typologie des espaces industriels, c'est-à-dire distinguer les caractéristiques des uns et des autres, ce qui va expliquer que sur la carte qui va venir, il y aura des taches rouges ou bleues, voilà. C'est ainsi qu'on va les différencier. Alors, avant de nous lancer proprement dit dans la carte, il est bon dans cette mise en perspective d'avoir quelques chiffres clés, quelques idées, forces en tête concernant l'industrie française. Donc, sur cette diapo numéro 4, vous avez... Alors, deux graphiques, en réalité, c'est le même. Mais sur le premier graphique, celui de gauche, vous reconnaissez l'évolution de la population active en France. On l'avait déjà utilisé lors d'une séance précédente pour la mise en perspective des espaces agricoles. On s'était intéressé à la population du secteur primaire, la population active du secteur primaire, c'était les barres en vert. Alors, le problème avec ce genre de graphique à barres cumulatives, c'est-à-dire des barres que l'on additionne les unes, qu'on superpose les unes sur les autres jusqu'à arriver à un total de 100%, le problème de ces barres, c'est que au bout d'un moment, ça devient assez difficile à lire. Parce que, ok, j'ai bien compris que les ouvriers, donc l'industrie, c'est les barres en bleu, d'accord, ça c'est marqué dans la légende. Mais alors après, pour voir l'évolution, ça peut parfois être un peu difficile. Par exemple, entre 1952 et 1975, au premier coup d'œil, là, c'est pas évident de savoir si la population elle a augmenté, elle a baissé, elle est restée stable. Donc, pour vous faciliter la tâche, et c'est là qu'on voit quand même que la Maison Montpellier fait des efforts pour sa clientèle, même virtuelle, même à distance, eh bien, j'ai redécoupé les barres graphiques pour vous les étaler. Et là, on voit bien que, mettez-moi en pause si vous tenez de vous-même à répondre à la question posée sur le diapo. Sinon, je vous le dis tout de suite, on voit bien que de 1911 jusqu'à 1975, la population industrielle a augmenté. C'est l'époque où la France s'industrialisait, hein. On était passé d'à peu près 30% de la population
active, excusez-moi, dans l'industrie en 1911. On avait atteint un sommet, un maximum d'à peu près 40% en 1975. Par contre, là, il faut bien reconnaître que depuis 1975, la chute est importante. On voit bien que la population active, elle a été littéralement divisée par deux en un petit demi-siècle. Et les plus intéressés d'entre vous, les plus curieux d'entre vous ne vont pas manquer de se demander pourquoi. Se demander pourquoi la population active de l'industrie, donc la population ouvrière, a été divisée par deux en un demi-siècle, eh bien c'est une très bonne question et vous avez la réponse sous les yeux. C'est tout simplement que la France reste encore à ce jour une grande puissance industrielle. Il ne faut pas non plus tout voir en sombre, en négatif. Mais il est vrai que dans le contexte de l'accélération de la mondialisation de l'économie, avec l'apparition d'une forte concurrence, souvent jugée d'ailleurs déloyale, de ce qu'on appelle les pays à bas coût de production, c'est-à-dire des pays qui sont capables de vous concurrencer sur ce que vous savez faire, mais avec des prix 6, 7, 10 fois inférieurs à ce que vous pouvez prétendre les vendre. Tout simplement parce que dans ces pays à bas coût de main-d'œuvre, on paye les salariés une misère. Eh bien, évidemment, dans ce genre de concurrence, la France, comme d'autres pays d'Europe, ou comme les États-Unis ou le Japon, sont des pays qui sont parfois mal placés, qui souffrent de la concurrence, notamment chinoise, indienne. Donc, vous pouvez voir sur le premier graphique à gauche la balance des emplois créés ou perdus, détruits, c'est le terme qu'on emploie, détruits par l'industrie, et vous voyez que malheureusement la balance est négative, c'est-à-dire que sur les années 2000, la fin des années 2000, l'industrie a davantage détruit d'emplois qu'elle n'en a créé. Bon, il faut dire que les dates ne sont pas prises au hasard, elles ont été prises dans la foulée de la grande crise économique de 2008, qui a vu l'industrie en subir les contre-coups. Et s'il y a trois mots qui sont souvent associés ensemble, et on les trouve directement ou pas sur cette diapo, c'est désindustrialisation, qui rime avec chômage, évidemment, pour un certain nombre d'ouvriers, qui auront d'autant plus de mal à retrouver un emploi que quand l'usine est le seul employeur de la région, après, soit on quitte la région, soit on reste au chômage. Et puis, quand on a fait de l'acier, quand on a coulé de l'acier toute une vie, c'est difficile de se reconvertir, parce que après, il faut apprendre un nouvel emploi. C'est pas évident, surtout si on a plus de 50 ans. Et l'autre mot qui rime avec désindustrialisation et chômage, c'est le mot délocalisation. C'est-à-dire, et ça c'est encore plus difficile à accepter, c'est que vous avez des usines qui ferment, non pas parce qu'elles sont en faillite, ça c'est difficile à vivre, mais ça peut se comprendre. Une entreprise qui ne peut plus payer ses salariés, elle est obligée de fermer ses portes, ça c'est normal. Mais quand vous avez des entreprises qui sont très saines, mais qui ferment parce qu'en fait, elles vont relocaliser dans un pays à bas coût de main-d'œuvre, en Roumanie par exemple, en Europe ou en Chine, pourquoi pas. Eh bien là, pour les salariés qui perdent leur emploi sur place, c'est très très difficile à accepter. Alors, dans notre contexte actuel un peu morose, c'est pas la peine de rajouter dans la mauvaise nouvelle, et il ne faudrait pas en conclure que l'industrie française est frappée à mort et qu'elle va être balayée par la concurrence, parce qu'il y a quand même des secteurs de l'industrie qui se portent plutôt bien. Après tout, si vous avez suivi l'étude de cas sur l'aéronautique, on ne peut pas considérer que l'aéronautique soit un secteur en crise.
Pour l'automobile, ça va, ça vient, ça dépend des années. C'est un yo-yo, hein, l'industrie automobile, hein. Il y a 5 ans, on annonçait que Peugeot allait faire faillite. Apparemment, cette année, Peugeot est la firme automobile, le groupe automobile français qui s'en sort le mieux, qui en plus a même réussi à faire élire son nouveau modèle, la 3008 voiture européenne de l'année. Donc vous voyez, ça va, ça vient assez vite. Et alors vous avez un secteur qui échappe totalement à la crise, enfin qui échappait totalement à la crise jusqu'au coronavirus, mais on peut espérer que passé le coronavirus, quand les clients seront de nouveau de retour, cette industrie devrait reprendre du poil de la bête, comme on dit, devrait reprendre une certaine vigueur. C'est l'industrie du luxe. Parce que si vous vous demandez ce que vient faire Louis Vuitton avec ses sacs à main, dont un certain nombre sont fabriqués à 5%, hein, comme vous le savez, 5% sur Sioule, et ben c'est tout simplement parce que Louis Vuitton, comme tout le groupe LVMH, comme les champagnes, comme la cosmétique, comme la haute couture, les parfums, tous ces produits identifiés à la France, identifiés au luxe, à la fête, eh ben, c'est une industrie de luxe, certes, mais c'est quand même une industrie. Évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'industrie Michelin qui fabrique du pneu à longueur de journée, mais c'est quand même une industrie. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des groupes qui ont décidé d'installer des toutes petites unités de production. C'est le terme qu'on emploie aujourd'hui pour désigner les usines. Hein. Usine, ça fait pas très classe pour une industrie du luxe. Donc on parle plutôt d'unités de production. Vous voyez, 200 salariés, bon, c'est un début. Si la greffe prend, on peut penser que le nombre de salariés va augmenter, mais 200 salariés, c'est pas une très grande usine. 3500 mètres carrés, c'est pas gigantesque, mais c'est tout simplement parce que le temps des très grandes usines, celles comparables au groupe Krupp en Allemagne au 19e siècle, hein, si vous vous en rappelez, le roi de l'acier allemand, à Essen, qui avait une usine qui regroupait 40 000 habitants, excusez-moi, et bien 40 000 ouvriers, je vais y arriver, 40 000 ouvriers, excusez-moi, c'est le... Ouais, je me déconcentre, et bien ce temps-là, des usines gigantesques est peut-être en train de s'achever, et on va peut-être de plus en plus vers des unités de production plus petites, moins coûteuses, plus facile à installer, y compris dans des régions dans lesquelles on a très peu d'industrie. Parce que la Vendée, c'est sur le littoral des Pays de Loire, là c'est au sud de Nantes. Eh bien, vous le verrez sur la carte qu'on fera tout à l'heure, c'est pas une région d'industrie, il n'y a pas un tissu industriel ancien comme on pouvait l'avoir à Toulouse avec les avions Airbus par exemple. Il n'y a pas un passé industriel, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, les industries, elles s'installent où elles veulent. Et pourquoi s'installent-elles aujourd'hui où elles veulent? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, un patron qui veut installer une usine, il n'est plus prisonnier, comme ça pouvait être le cas avant 1914, de la matière première. C'est-à-dire que Krupp, rappelez-vous, s'est installé à Essen parce que sous ses pieds, bon d'abord il était né dans la région, d'accord, mais sous ses pieds, il y avait une véritable montagne de charbon. Or, Krupp, pour fabriquer de l'acier, il avait besoin de charbon. Donc, c'est pas la peine d'aller installer une usine à 1000 km des mines. Au contraire, on installait les usines au pied des mines. Et c'est ce que l'on appelait, si vous en souvenez, les pays noirs. Les pays noirs comme la poussière de charbon, les pays noirs comme le ciel recouvert des fumées des usines, et noirs comme la misère des ouvriers. Bon, là c'est fini. C'est fini. Les usines vont s'installer là où elles vont trouver la main-d'œuvre, ou plus important encore, là où elles vont trouver la clientèle. De quoi a besoin une usine aujourd'hui? Elle a besoin en général d'électricité.
L'électricité, c'est pas un problème, on peut l'installer à peu près partout. Elles ont souvent besoin, les usines, d'un réseau Internet extrêmement performant. Bon, ça a un coût, mais ce n'est pas un problème véritable que d'installer l'Internet haut débit. Donc après, l'usine s'installe là où le patron décide de l'installer, et c'est après les ouvriers, à la limite, qui vont se déplacer, qui vont déménager d'une région à une autre pour justement venir trouver du boulot là où se trouve l'usine. C'est-à-dire que les facteurs de localisation, comme vous le montre le schéma de la diapo, ont été totalement bouleversés. Avant 1914, les usines s'installent dans le nord et dans l'est de la France, là où il y a le fer, là où il y a le charbon. Vous allez voir qu'aujourd'hui, et on a déjà commencé à le voir avec Airbus à Toulouse, eh bien les usines vont s'installer davantage dans le sud et dans l'ouest. Bon, je vous rappelle que dans le cas très particulier d'Airbus, l'aéronautique s'était installée à Toulouse, dans le sud de la France, pour échapper à la menace allemande pendant la Première Guerre mondiale. Un petit mot sur les espaces industriels qui ont considérablement évolué en un siècle. Sur la gauche de la diapo, vous le reconnaîtrez facilement, à la couleur sépia, c'est-à-dire un peu jaune, un peu, ou au noir et blanc, des photographies de paysages industriels caractéristiques du 19e siècle. Et je ne suis pas allé très loin, je suis allé chercher ces photographies à Clermont-Ferrand, les usines Michelin. C'est à peu près les sœurs jumelles de celles des usines Krupp à Essen. Bon, on ne fabrique pas les mêmes choses, on ne fabrique pas de l'acier, chez Michelin on fabrique des pneus, mais c'est les mêmes assemblages interminables de bâtiments en briques, percés de fenêtres, avec ces très longues cheminées de briques très verticales qui surplombent et qui contribuent à polluer la ville. Vous rajoutez à côté de cela les cités ouvrières, parce que quand vous avez des milliers d'ouvriers qui travaillent selon le système des 3 fois 8 heures, et bien forcément il faut bien qu'ils arrivent à se loger quelque part. Et vous avez donc ces fameux pays noirs du 19e siècle qu'on a étudiés en classe de 4e, et avec un peu de chance vous en souvenez. Mais aujourd'hui, les pays noirs, ils ont un peu disparu parce que aujourd'hui les usines ressemblent à des hangars. À des hangars, même pourquoi pas agricoles, ou ressemblent à des hangars de grands magasins, de centres commerciaux, d'hypermarchés, je sais pas moi, de galeries marchandes. Parce qu'en fait, les usines d'aujourd'hui, souvent elles n'ont plus besoin de cheminée. Elles ont par contre besoin toujours d'espace, ça c'est clair, surtout dans le cas d'usines géantes, comme celle de Michelin à La Roche-sur-Yon, c'est la photo en bas à droite, une usine très récente, ont besoin de beaucoup de place pour les parkings des ouvriers, parce que les ouvriers, grâce à l'augmentation du niveau de vie, ils viennent plus à pied ou à vélo, mais souvent ils viennent quand même en voiture. Mais par contre, c'est un habillage avec des structures métalliques. L'aluminium, le verre, l'acier. C'est-à-dire que ces usines ne ressemblent plus du tout aux usines du 19e siècle. Ah, enfin une carte, parce que je devine que vous commencez à vous dire, mais on la verra jamais cette carte. Si, la carte elle arrive, rassurez-vous, c'est la dernière diapo avant la carte, et comme vous pouvez le voir, c'est déjà une carte. Vous avez sous les yeux la carte de l'évolution de l'emploi industriel entre 1998 et 2008. Voilà, c'est la carte la plus récente que j'ai trouvée sur ce thème, et qui en même temps était la plus lisible. Parce qu'en fait, j'attire votre attention sur le mode d'emploi de la carte. Elle vous présente deux phénomènes en même temps. Vous avez d'abord les cercles. Alors ça, c'est facile à comprendre. Vous doutez bien que plus le cercle va être large et plus le phénomène va être important. Bon, le phénomène en question, c'est le nombre d'emplois industriels par région. Donc ça veut dire que par exemple, par Île-de-France, vous avez 400 000 emplois. Quand vous êtes en Corse,
emploi dans l'industrie, hein, on est bien d'accord. Quand vous êtes en Corse, eh ben, vous n'avez à tout casser sur l'île Corse que 10 000 ouvriers. Ça laisse entendre que la Corse est une île très peu industrialisée. Bon, ça, je suis sûr que vous n'aviez pas besoin de moi pour le comprendre. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est les couleurs. Parce que, et c'est peut-être le plus intéressant, les couleurs vous permettent de voir l'évolution sur 10 ans, entre 1998 et 2008, c'est-à-dire savoir quelles sont les régions qui ont gagné des emplois ouvriers ou les régions qui en ont perdu. Sachant que, je vous le rappelle, au cours de cette période, l'industrie française a plus détruit d'emplois qu'elle n'en a gagné. Donc ça veut dire que les régions en bleu, vous voyez d'habitude c'est une couleur positive, le bleu, eh ben là non, c'est pas le cas. Les régions en bleu sont dans la tendance nationale, alors que les régions en vert ou en jaune vont un peu à contre-courant. Elles créent des emplois quand le secteur industriel en perd. Vous l'aurez noté parce que vous êtes observateur, il s'agit d'une carte qui reprend l'ancien découpage administratif régional français. Alors, si vous voulez prendre le temps par vous-même de réfléchir à la petite question qui est inscrite en haut à droite, et ben, appuyez sur pause, la barre espace de votre clavier. Quelles sont les 3 régions qui ont créé le plus d'emplois industriels depuis 1998? À quel type d'espace industriel appartiennent ces régions créatrices d'emplois industriels? Ah oui, ça c'est plus dur comme question. Alors, les 3 régions qui ont créé le plus d'emplois, bah, ça paraît assez évident, hein, c'est Midi-Pyrénées, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur et c'est Bretagne. Autrement dit, des régions qui sont plutôt au sud et à l'ouest. C'est-à-dire que quand j'étais à votre place, mon professeur, qui n'était pas virtuel, qui ne parlait pas depuis son bureau chez lui par internet, me disait, ben voilà, on trace une diagonale qui part du Havre, c'est-à-dire entre la Haute et la Basse Normandie. Vous tracez une diagonale en ligne droite jusqu'à Marseille, c'est-à-dire jusqu'à Provence-Alpes-Côte d'Azur, et vous coupez la France en deux. La moitié nord-est, c'est la France la plus industrialisée, et la moitié sud-ouest, c'est la moins industrialisée. Et bien, vous voyez que ce schéma est toujours vrai. On voit bien que les régions les plus industrialisées, encore aujourd'hui, c'est Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France, Rhône-Alpes, je ne les ai pas dites dans l'ordre, excusez-moi, Île-de-France, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais. Voilà, on le voit bien. Mais ce sont en même temps les régions qui ont perdu le plus d'emplois ouvriers. Donc ça veut dire très clairement que les espaces traditionnels de l'industrie du Nord et de l'Est, les pays noirs si vous voulez d'avant 1914, sont ceux qui aujourd'hui sont les plus marqués par la désindustrialisation. Et au contraire, les régions qui avaient peu, voire quasiment pas d'industrie, sont aujourd'hui les régions qui s'industrialisent. Et donc, pour un certain nombre d'ouvriers qui cherchent désespérément du travail dans la Lorraine, enfin dans le Grand Est aujourd'hui on dirait, en Île-de-France, dans les Hauts-de-France ou même en Rhône-Alpes, eh bien des fois ils prennent leur petite famille sous le bras, ils déménagent, donc ça contribue à changer les flux migratoires français et ils déménagent soit pour la Bretagne, soit pour la région PACA, soit pour l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est là où ils vont trouver du boulot. Ah, j'ai l'impression de vous entendre rugir, piaffer d'impatience. La voilà, la fameuse carte que nous allons bâtir ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est à l'échelle nationale, à l'échelle de la métropole. Deux grandes thématiques dans la légende. Une première thématique associée à un territoire inégalement industrialisé. Donc ça sera les aplats de couleurs qu'on va mettre ensemble.
Et ensuite, une deuxième légende associée aux dynamiques industrielles, où là, on mettra plutôt des figurés, genre des flèches, des cercles, des carrés, des choses comme ça. Alors, c'est le moment de vous emparer de vos crayons de couleur. Vous savez, les fameux crayons de couleur que vous n'avez jamais dans votre trousse quand vous êtes en cours, en classe, au collège. Et bien là, maintenant vous êtes chez vous, vous allez peut-être arriver à en trouver des crayons de couleur. Vous voyez que le confinement, ça a du bon finalement. Alors, trêve de plaisanterie. On va commencer par situer 2 ou 3 éléments de repérage essentiels, hein. Ça va nous permettre de réviser nos mers et océans. Donc, du nord au sud, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, la Manche, l'océan Atlantique, la mer Méditerranée. Profitez-en pour mémoriser, si vous ne les connaissez pas encore, les noms des pays qui partagent une frontière commune avec la France en Europe, parce qu'après tout, la carte de l'Europe est aussi à votre programme. Alors, le premier espace que nous allons colorier, délimiter sur la carte, c'est le cœur industriel français, sauf que comme vous pouvez le constater aisément, là, il n'y a pas un cœur industriel qui bat en France, mais deux cœurs qui battent à l'unisson. Sans grande surprise, le premier cœur est constitué par la région Île-de-France, mais également la vallée de la Seine, quelque part entre Rouen, Paris, mais aussi Orléans, parce qu'en fait, l'espace compris entre le fleuve de la Seine et le fleuve de la Loire est également au cœur de ce premier espace de région industrielle ancienne et dynamique. Quant au deuxième cœur industriel français, remontant au 19e siècle lui aussi, eh bien c'est un cœur qui bat autour de la métropole de l'aire urbaine lyonnaise et qui comprend dans son périmètre d'autres villes comme Saint-Étienne plus à l'ouest ou comme Grenoble plus à l'est qui descend jusqu'à la vallée du Rhône. Et on va le mettre en rouge. Alors, nous allons maintenant évoquer rapidement ces régions industrielles anciennes en reconversion, c'est-à-dire qu'elles sont aussi anciennes que les deux cœurs d'Île-de-France et de la région lyonnaise, mais elles ont eu un destin un peu moins agréable, puisque ce sont des régions qui ont subi de plein fouet les crises industrielles successives et qui sont frappées de plein fouet par la concurrence des pays industriels à bas coût de production. Donc c'est dans ces régions que les usines ont le plus fermé. C'est dans ces usines que le chômage des ouvriers bat des records. Et c'est aussi dans ces régions que l'on va trouver un maximum de friches industrielles. Alors ça, c'est un terme à connaître, hein. Les friches industrielles, c'est quand vous avez des usines, des mines qui sont fermées et qui pourrissent littéralement sur pied parce que soit le groupe qui était responsable de l'usine ou de la mine a fait faillite et n'avait plus les moyens de démanteler l'usine, de dépolluer les sols, donc il a laissé tout pourrir en état. Soit il avait les moyens de le faire, mais il ne l'a pas fait. Et donc après, vous vous retrouvez avec des véritables cimetières, des zones entières de cimetières d'usines, qui en plus, dans le décor, sont pas très plaisantes à regarder, et ça n'attire pas évidemment les touristes, et ça donne pas une bonne image des régions en question. Donc en fait, c'est tout le littoral, enfin non, littoral pas maritime, mais toutes les zones frontières, excusez-moi, du Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, mais aussi l'Alsace, qu'on va colorier en bleu, mais aussi
quelques poches plus ponctuelles, comme le sud de la vallée du Rhône, en n'oubliant pas Marseille, parce qu'on a parfois tendance à oublier, mais Marseille est une ville industrielle, et a un port dédié à l'industrie, mais aussi à l'ouest de Lyon, la région de Saint-Étienne, et puis quelques autres poches un peu plus disséminées, comme Roanne, comme Fezin-des-Cises, comme aussi du côté de Rodez. Voilà, ce sont des régions. On aurait pu mettre aussi Montluçon si j'avais eu une carte un peu plus précise à vous faire. Pour le département de l'Allier, par exemple, le bassin industriel de Montluçon constitue une région industrielle ancienne en crise et donc en reconversion. En reconversion, c'est-à-dire qu'on essaie de, quand on veut remettre de l'industrie dans la région, eh ben on essaie de mettre une industrie qui fonctionne mieux, hein, que celle qui vient de fermer. Et le problème, c'est qu'il faut reconvertir les machines, mais il faut aussi reconvertir les hommes. C'est ce que je vous disais. Quand on a fabriqué de l'acier toute sa vie, c'est pas forcément évident d'apprendre à fabriquer autre chose. Alors, nouvel espace. Bon, je l'ai mis dans cette sorte de bleu un peu ardoisé. Vous pouvez mettre une autre couleur de votre choix. Du moment que ça colle avec la légende, ça n'est pas très grave. Alors là, vous voyez, ça fait une sorte d'écharpe, une sorte de diagonale, mais là, on n'est pas dans la diagonale du vide, hein. Vous voyez bien que c'est pas la même, hein. Elle part de la pointe bretonne et elle va jusqu'au littoral méditerranéen, en passant par Bordeaux, Toulouse, le fleuve de la Garonne, plus une petite tache ponctuelle d'activité entre Biarritz et Bayonne, là le Pays Basque au sud-ouest de la France, plus la région de Toulon, Cannes, Nice, c'est-à-dire la Côte d'Azur, à la frontière avec l'Italie, plus à l'est. Et là, on a affaire à des régions d'industrie récentes, axées sur les hautes technologies, mais pas seulement. Tout à l'heure, je vous parlais de Vuitton qui allait installer une usine de sacs à main, une usine de luxe de sacs à main. Et bien, vous voyez, je vous parlais de cette région sur le littoral atlantique au sud de la Loire. Et bien, on est au cœur de cette région d'industrie récente et qui est en plein boom. Et nous sommes essentiellement dans le Grand Ouest français et aussi un peu dans le sud. J'ai oublié sur la diapo précédente, je l'ai oublié, mais vous l'avez sans doute remarqué, Airbus, Toulouse, c'est aussi dans la région d'industrie récente, celle que j'ai mise en bleu. Alors tout le reste de la carte, eh ben, c'est du vert comme la ruralité, hein, du vert comme la campagne, c'est-à-dire des espaces qui ont toujours été peu industrialisés, qui n'ont jamais vraiment eu de pays noirs, hein, avant 1914, qui ont un peu échappé à l'industrialisation avant la Première Guerre mondiale, qui se sont peu ou pas du tout industrialisés après la Première Guerre mondiale. Donc ça correspond, alors pour le coup on pourrait retrouver une bonne partie de la diagonale du vide. On voit que ça correspond à la totalité du Massif central, hein. On voit que l'industrie française n'est pas vraiment au cœur du territoire géométrique, géographique français. Comment dirais-je, l'espace aussi, l'intérieur breton, l'intérieur des terres en Bretagne. On voit aussi un espace très peu industrialisé entre la Garonne au nord et les Pyrénées au sud. Et puis les Alpes, la région des Alpes, et puis aussi, je l'ai signalé tout à l'heure, la Corse en totalité. Donc là, c'est la France clairement sous-industrialisée. Et on en a fini avec nos espaces industriels. Alors, il nous reste maintenant à aborder les dynamiques industrielles. Donc, on va mettre des figurés qui, je l'espère, je crois, étaient déjà pré-positionnés sur votre carte, hein, pour que ça soit plus simple. Donc, vous allez un peu râler, j'imagine, parce que ça va vous prendre un peu de temps, mais on va commencer par réviser, je le fais aussi un peu exprès pour ça, on va réviser un peu nos aires urbaines, et donc replacer
non pas les aires urbaines en elles-mêmes, mais au fond ça revient presque au même, les métropoles attirant les investissements. C'est-à-dire que quand un industriel français, européen, japonais, pourquoi pas chinois d'ailleurs, décide de mettre de l'argent en France, dans une usine, de créer de l'activité, parce que ça se fait, croyez-moi, eh bien, il va pas aller installer, contrairement à Vuitton, il va pas aller s'installer forcément à la campagne, la Roche-sur-Yon en Vendée, il va s'installer à proximité immédiate d'une grande ville. Donc Paris, Lyon, Marseille, voilà. Bon. Quand le japonais Toyota s'installe à Valenciennes, eh ben Valenciennes, c'est quand même pas très très loin de la métropole lilloise, par exemple. Nous allons maintenant rajouter sur notre carte les technopoles. Alors les technopoles, on en a déjà parlé avec le Futuroscope de Poitiers, rappelez-vous, hein, qui n'est pas qu'un parc d'attractions dédié au numérique, mais également un centre productif industriel avec des usines, des laboratoires de recherche. Eh bien, c'est la même chose pour les différentes industries. On trouve des technopoles associés aux principales aires urbaines françaises, comme à Toulouse, parce qu'au fond, le pôle de compétitivité internationale de Space Valley, c'est un immense technopole, si on va par là, partagé entre Bordeaux et Toulouse. Mais comme vous pouvez le voir sur la carte, on peut aussi avoir des technopoles importants, notamment celui de la chimie autour de Grenoble, sans pour autant que Grenoble soit une grande aire urbaine majeure. Et puis vous voyez par exemple que Clermont-Ferrand est une aire urbaine importante, hein, une métropole attirant les investissements, et pourtant sans technopole véritable. Donc en général, à une métropole correspond une technopole, mais il y a quelques exceptions. Ce sont les losanges noirs. Tout comme pour l'agriculture française qui exporte ses productions vers le reste du monde, eh bien l'industrie en fait autant. Et en plus de cela, les frontières de l'espace Schengen, les frontières communautaires de l'Union européenne, sont des frontières qui, en temps normal, sont extrêmement poreuses, très perméables. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle les transfrontaliers, qui vont travailler dans des usines dans le pays d'à côté. Donc vous avez des ouvriers français qui vont travailler dans les usines belges, l'inverse doit pouvoir être vrai aussi. Vous avez des Lorrains qui vont travailler au Luxembourg, des Français qui vont travailler dans les usines allemandes, qui plus est avec souvent des salaires supérieurs à ce qu'ils toucheraient s'ils travaillaient en France. Et donc ces frontières dynamiques, les plus dynamiques, eh ben, c'est très clairement celles de la mégalopole européenne, c'est-à-dire les frontières belges, luxembourgeoises, allemandes, et puis éventuellement, même si ça n'apparaît pas sur la carte, les frontières suisses. Par contre, les frontières avec l'Espagne et l'Italie, bon, ça existe, hein. Il y a des Français qui vont travailler en Italie, il y a des Français qui vont travailler en Espagne, mais c'est un phénomène un peu moins important pour être cartographié. Ajoutons aux technopoles, aux frontières dynamiques, les ZIP, les ZIP, c'est-à-dire les zones industrialo-portuaires. Bon, ben, sans surprise, c'est à peu près les mêmes que pour les importations ou exportations agricoles. C'est-à-dire que les grands ports français agricoles sont aussi souvent des grands ports industriels, à commencer par le port du Havre au débouché de la Seine dans la Manche, mais aussi le port de Saint-Nazaire, qui est en réalité le port de Nantes, et celui de Fos-sur-Mer, qui est le port de Marseille. Alors dans le cas en plus du port de Fos-sur-Mer, c'est un port qui est aussi un port pétrolier, un port gazier. Donc on ne fait pas que recevoir des produits de l'industrie venus de Chine, hein, avec ces immenses piles de conteneurs, ces grandes boîtes métalliques qui s'entassent sur les quais, sur les docks, mais on a aussi d'immenses tuyaux
qu'on appelle les gazoducs ou les oléoducs, qui permettent de décharger les navires pétroliers et méthaniers. Les navires méthaniers, c'est les navires qui transportent du gaz méthane, et qui ensuite, par un système d'irrigation, en général en surface ou souterrain, et par des tuyaux qui irriguent le territoire national, on a l'énergie pétrolière ou gazière qui circule dans tout le pays. Vous noterez que le port de Bordeaux, qui est un grand port agricole pour le vin, n'est pas considéré comme un grand port industriel. Dans les années 1960-1970, c'est-à-dire à une époque où l'industrie française était encore bien portante, n'avait pas encore véritablement connu les crises qui vont la frapper dans les décennies suivantes et qui n'avait pas encore véritablement été percuté non plus par la concurrence de la mondialisation. La mondialisation n'en était qu'à ses débuts. Dans les années 60-70, on commençait à voir arriver des produits made in China, mais c'était encore le début, et puis c'était souvent des produits de mauvaise qualité, donc pas forcément de nature à inquiéter l'industrie française. Donc l'industrie française était bien portante, mais justement les pouvoirs publics, le gouvernement, les aménageurs de l'espace français étaient très conscients qu'il existait un énorme déséquilibre entre la France du Nord-Est, particulièrement industrialisée, et la France du Sud-Ouest, particulièrement peu industrialisée. Donc l'idée avait été d'inciter les industriels à procéder finalement à des délocalisations en déménageant des usines ou alors en construisant de nouvelles usines dans ces espaces vierges ou dans ces espaces faiblement industrialisés. Alors vous voyez, par exemple, il y a un exemple qui est facile à retenir, un cas qui est un cas d'école. La dernière usine construite en France par le groupe Citroën remonte à la fin des années 80, au début des années 1990, et au lieu que cette usine soit bâtie dans la région parisienne, comme c'était le cas pour toutes les usines du groupe, ou éventuellement dans le nord-est de la France, incité fiscalement, c'est-à-dire qu'il y a eu des primes payées par l'État pour pousser le groupe Citroën à agir ainsi, le groupe Citroën a construit une usine flambant neuve à Rennes, c'est-à-dire en plein cœur de la Bretagne, dans cette région cruellement sous-industrialisée à l'époque. Et c'est la raison d'être de ces flèches noires qu'on appelle donc la déconcentration industrielle, quand on essaie en fait d'enlever un peu d'industrie à l'Île-de-France pour partager finalement avec le Grand Ouest français. Courage, on y est presque, c'est la dernière diapo de la carte. Il nous reste juste à identifier et à cartographier les régions françaises qui reçoivent le plus d'IDE. Alors, c'est un de ces sigles que je déteste, mais bon, il faut en passer par là, il faut le connaître, ce sigle. Investissement direct à l'étranger. C'est-à-dire en fait, quand un Japonais, un Sud-Coréen, un Chinois, un Américain, enfin bref, vous l'aurez compris, un étranger veut installer une usine en France, encore une fois, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire tout à l'heure, il ne va pas s'installer n'importe où. Il y a peu de chances par exemple qu'il s'installe à Moulins. Hélas. Donc ils vont cibler des régions qui leur paraissent plus importantes que les autres, soit parce qu'elles sont très bien situées géographiquement, parce que près de la mégalopole européenne, donc près d'un immense marché de gens riches, des consommateurs riches, soit parce qu'il y a des réseaux de communication particulièrement performants, des autoroutes, des lignes de chemin de fer, des aéroports internationaux, enfin bref, une raison qui fait que les investissements et donc les usines vont se concentrer dans des territoires particuliers. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a 3 grandes zones qui bénéficient, qui sont arrosées régulièrement par les investissements directs à l'étranger.
C'est sans surprise la région Île-de-France, mais également la région lyonnaise, donc les deux cœurs industriels traditionnels de la France, et puis également le sud de la vallée du Rhône et la région de Marseille, le débouché de la vallée du Rhône, qui correspondent à une troisième région bénéficiant d'investissements directs étrangers. Voilà, j'ai fini de parler, j'ai sans doute trop parlé, et donc je vous laisse découvrir maintenant la leçon consacrée aux espaces industriels français en recomposition. Il serait dommage de se quitter sans évoquer les chiffres clés des espaces industriels français. Alors, le premier, on l'a déjà croisé tout à l'heure, 20% des actifs français sont des ouvriers aujourd'hui, c'est-à-dire 2 fois moins qu'en 1975. Mais ça fait quand même 7 fois plus que les agriculteurs, hein, malgré tout. 2 tiers des ouvriers restent encore situés à l'est d'une ligne Le Havre-Marseille, même si, comme je vous l'ai expliqué, la tendance est au rétablissement d'un équilibre, puisque le nord-est perd des ouvriers, le sud-ouest en gagne. Aujourd'hui, 2 tiers des ouvriers sont situés à l'est d'une ligne Le Havre-Marseille. Il y a 30 ou 40 ans, c'était pas les 2 tiers, mais les 3 quarts. Et enfin, petit clin d'œil à notre étude de cas sur Airbus Toulouse, Aerospace Valley, je vous le rappelle, hein, qui est à cheval sur les 2 régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, bon, autrement dit le quart sud-ouest de la France. Eh bien, Aerospace Valley, pôle de compétitivité mondiale, est responsable d'environ 150 000 emplois. Voilà, j'ai terminé. Bien écoutez, je vous souhaite maintenant un bon apprentissage et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures géographiques. À distance, bien sûr. Au revoir.